Jean-François Bouchard, bonjour. Bonjour. Vous êtes haut fonctionnaire, vous êtes essayiste et vous venez de publier aux éditions Max Milo un demi-siècle au bord du gouffre atomique. C'est un livre qui revient sur toutes les tensions qui ont failli dégénérer en conflit nucléaire depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors votre récit, il a un mérite important, c'est qu'il permet de replacer dans une perspective historique des événements actuels. Et je pense notamment à cet épisode d'apaisement entre les États-Unis et la Corée du Nord. Alors à vous lire, on comprend qu'en fait, depuis ces 70 dernières années, il y a toujours eu une oscillation entre ces périodes d'apaisement et ces périodes de regain de tension et finalement des oscillations parfois assez rapprochées. Oui, en effet. C'est vrai que la Corée du Nord est un pays qui a été fondé dans des conditions très difficiles, avec une guerre qui a ravagé ce pays et qui a fondé quelque part la cohérence de ce pays autour de la haine des Américains et du système capitaliste. Et effectivement, en matière nucléaire, il y a toujours eu, chez les dictateurs de Corée du Nord, Kim Il-sung, puis Kim Jong-il et maintenant Kim Jong-un, des mouvements d'apaisement et de tension. Par exemple, ce qu'on ne sait pas, c'est que la Corée du Nord a bel et bien adhéré au TNP, au traité de non-prolifération, en 1985. Donc c'est Kim Il-sung, ce fameux leader, qui a fait ça. Alors il est resté 8 ans adhérent au TNP, puis après il en est sorti, il y est revenu, son fils Kim Jong-il a fait des essais nucléaires, puis après a promis d'abandonner l'arme nucléaire, et puis ensuite il n'a pas du tout fait ça. Bref, donc il y a toujours eu, comme ça, pendant des années, ces épisodes au cours desquels la Corée du Nord se raidissait, et puis ensuite s'apaisait. Voilà, donc attention avant de croire que la crise est officiellement derrière nous. Dans votre livre, vous relevez deux constantes. D'abord, une constante côté nord-coréen, c'est la grande cohérence des discours, des positions, des objectifs nord-coréens, quel que soit le Kim en place. Alors ces deux objectifs, c'est garantir la sécurité du territoire, puisqu'il y a une menace réelle aux frontières et puis sur les côtes. Et puis le deuxième objectif, c'est de gagner en crédibilité auprès de la communauté internationale. C'est tout à fait ça. C'est vrai que la Corée du Nord est vraiment marquée par son passé de nation qu'elle estime victime des Américains. Et c'est vrai que depuis 1953, alors c'est pas la paix, hein, c'est un cessez-le-feu, puisque la paix n'a jamais été signée, la Corée du Nord reste un pays assiégé. Donc il y a toujours eu des armées américaines au sud, la marine américaine autour, et il y a eu plusieurs épisodes d'ailleurs pendant lesquels les Nord-Coréens ont arraisonné des bateaux nord-américains, ont descendu des avions nord-américains qui ont d'ailleurs provoqué d'épisodes de crise. Donc il y a cette grande cohérence, et c'est vrai que la Corée du Nord a toujours voulu avoir une armée pour se défendre et éviter ce qui peut se passer si par hasard ils sont envahis. Autre constante, cette fois-ci du côté des Occidentaux, c'est une méconnaissance crasse de la région qui a conduit à une accumulation d'erreurs, et ce, depuis août 1945, c'est la partition de la Corée le long du 38e parallèle. Un épisode assez savoureux, puisque en fait, cette partition est totalement arbitraire. Elle est décrétée par deux colonels, Rusk et Bonesteel, autour de quelques bières. C'est tout à fait ça. C'est étonnant, sur un coin de table. C'est juste après Nagasaki, donc on sait que la paix va être signée et que le Japon, qui a envahi la péninsule coréenne, va demander l'armistice. Et donc on demande à ces deux colonels de préparer un plan de partition de la Corée. Ils n'ont jamais foutu les pieds en Corée, ils ont juste une carte de la Corée et ils vont se demander qu'est-ce qu'on va faire. Donc ils prennent quelques vieux rapports, ils regardent ça et puis ils vont se dire, bon ok, qu'est-ce qu'on prend? Le 38e parallèle, le 39e? Vraiment, c'est un choix tout à fait arbitraire. Ils écartent le 39e parce que ça coupait Pyongyang voilà, ça en coupait deux. Pyongyang en deux, et il pense que Staline ne va pas accepter ça, puisque Staline a commencé, lui, à envahir la Mandchourie, et donc est en train de descendre avec son armée rouge. Donc ils vont retenir le 38e parallèle, qui est une frontière d'ailleurs militairement impossible à défendre, puisqu'il y a des fleuves, des gorges, des rivières qui la franchissent, des montagnes, et donc ça va être une catastrophe militaire, une catastrophe stratégique également, puisque du coup ça fait deux pays très déséquilibrés, l'un, le nord, avec beaucoup de ressources industrielles, minières, l'autre, le sud, avec des ressources plutôt agricoles. Voilà, c'est quelque chose qui est tout à fait particulier. C'est une totale méconnaissance du sujet. Et ça va d'ailleurs se poursuivre, hein, parce que un autre exemple, c'est qu'en 1950, lorsque la guerre se déclenche entre les deux Corées, donc les États-Unis vont demander à la Grande-Bretagne d'intervenir avec eux dans une force internationale. Et donc c'est à l'époque Clement Attlee qui est le Premier ministre britannique, et les membres de son cabinet ne savent pas où est la Corée. Donc il va demander à quelqu'un d'aller chercher une map monde pour leur montrer, ben voilà, la Corée, c'est là. Donc c'est très loin effectivement de la Grande-Bretagne, mais à l'époque, personne ne savait ce que c'était. Une autre de ces erreurs occidentales, c'est la persistance dans la stratégie de sanctions économiques, des sanctions économiques qui, aussitôt décrétées, sont aussitôt contournées.
Voilà, donc effectivement, les sanctions économiques n'ont jamais fonctionné. La Corée a toujours réussi à développer des fusées. Alors c'est vrai que c'était avec l'aide souvent des Russes, hein. Il y a un bureau d'études célèbre qui s'appelle le bureau Makeyev, qui est situé dans l'Oural, qui a beaucoup participé à toutes les fusées Soyouz, etc., qui a aidé les Nord-Coréens à mettre au point leur arsenal balistique. Donc, toutes les fusées qui volent aujourd'hui, c'est le bureau Makeyev qui l'a fait avec eux. Et puis la partie nucléaire a été faite également avec les Russes et aussi avec les Pakistanais. Donc ils ont toujours réussi comme ça à contourner les sanctions. Et d'ailleurs, il y a deux rapports assez récents, l'un de l'ONU et l'autre d'une organisation internationale, qui indiquent qu'effectivement, des grandes nations continuent à avoir des relations avec la Corée du Nord. Dont la France et l'Allemagne. Alors, dont la France, l'Allemagne et même le Japon. Et même le Japon. Le Japon qui est l'ennemi, qui est juste à portée, là, de l'autre côté de la mer du Japon. Donc le Japon prête encore ses bateaux pour faire du transport pour la Corée du Nord. Mais c'est extrêmement compliqué dans le monde moderne de faire... on vit dans un monde qui est globalisé, dans un monde qui est extrêmement ouvert. Donc réduire un pays à l'isolement, c'est extrêmement complexe dans le monde moderne. Il aurait fallu que les Chinois coopèrent de manière étroite, parce que la frontière du Nord est quasiment impossible à garantir. Récemment, il y a un dissident nord-coréen qui était auparavant responsable du contournement des sanctions. Et il a fait défection, il est maintenant en Corée du Sud, il a donné une interview au Washington Post et il a dit, bah, écoutez, chaque fois que les sanctions étaient un peu raidies, pendant 3 jours, on était embêtés, et puis après, les choses recommençaient comme avant. Comment est-ce qu'on peut expliquer que finalement, si on prend un peu de recul, le pire ne se soit jamais produit? Est-ce en raison de la peur de représailles s'il y a une attaque nucléaire? Est-ce par la peur de simplement voir la région, voir le monde plonger dans le chaos nucléaire? Un petit peu comme c'est théorisé par Stanley Kubrick dans son grand classique Dr. Strangelove, Docteur Folamour en français. Oui, alors c'est vrai que dans toute l'histoire de ces 20 crises nucléaires qui sont décrites dans ce livre, il y a toujours eu un peu un conflit entre les militaires, qui étaient généralement très pushing, très volontaristes dans l'usage des armes atomiques, et puis les politiques qui ont été beaucoup plus en retrait. Et ça a toujours eu lieu comme ça. C'est vrai que pour les politiques, le fait de redéclencher une arme nucléaire, après l'opprobre lancé sur Truman, après Nagasaki et Hiroshima, c'est très compliqué. Et quelque part, parfois c'est même impossible. Si vous prenez des conflits où vraiment on a été proche de l'apocalypse, Cuba par exemple, la crise des fusées de Cuba, où vraiment tout était réuni pour que les deux pays se battent, mais à la fin Khrouchtchev et Kennedy ont réalisé que c'était absolument impossible, et Khrouchtchev a reculé. Si vous prenez la guerre de Kippour, où en 1973, où Israël a été véritablement bousculé par les Égyptiens et les Syriens, les Israéliens avaient des armes nucléaires et le général Dayan, qui était le ministre de la Défense, voulait envoyer ses fusées sur Damas et sur le Caire. Golda Meir a dit non, on ne peut pas faire ça. Et même chose lors du conflit sino-soviétique sur le fleuve Ussuri, où Brejnev a demandé l'avis des Américains pour leur dire « Qu'est-ce que vous ferez si nous bombardons Mao Tse-tung avec nos armes nucléaires ?» Donc c'était vraiment tout à fait imminent. En définitive, ils se sont dit c'est pas possible, on peut pas faire ça. Et puis c'est à un moment, donc c'est à ce moment-là que Ho Chi Minh est mort, et donc aux obsèques de Ho Chi Minh, ils se sont revus, ils ont commencé à reparler. Donc il y a quand même cette dernière barrière qui fait que si on lance des armes nucléaires, on ne sait pas où on va. On entre dans un monde nouveau. Voilà, autant d'épisodes qui sont détaillés dans votre livre très riche, Jean-François Bouchard, un demi-siècle au bord du gouffre atomique. C'est à lire aux éditions Max Milo. Merci encore. Grand merci à vous.